Bienvenue sur la chaîne du mouvement raélien. Aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir faire une conversation à trois. Donc, je m'appelle Valérie. Michael. Et on a le plaisir d'être avec Daniel. Bonjour. Et, bonjour. Du coup, à Montréal, nous sommes du coup en France, à Lyon. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui discuter d'un événement très important qui a lieu aujourd'hui. C'est l'Itir Bassidet. Oui. Alors, tous les trois, nous avons un point commun. On en a plusieurs, mais on a un point commun. Nous sommes tous les trois raéliens. Et Daniel, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer un petit peu ce que c'est que le mouvement raélien et quelle est sa mission? En fait, le mouvement raélien a pris naissance en 1973, après qu'un journaliste français, qui s'appelait à l'époque Claude Vorillon, ait rencontré des extraterrestres. Un extraterrestre, en fait, en France, dans un volcan. Et cet extraterrestre-là lui a donné un message qui s'adresse à toute l'humanité. Et dans ce message-là, on explique, entre autres, que ce sont des scientifiques qui ont une avance très, très grande sur nous au niveau scientifique et qui ont une maîtrise parfaite de l'ingénierie génétique, de l'ADN, entre autres. Et ils ont créé la vie sur Terre. Donc, toutes les formes de vie à partir du minuscule jusqu'à l'être humain. Donc, les animaux, les plantes, les oiseaux et finalement l'être humain. Donc, pendant 6 jours, ils se sont rencontrés à l'intérieur d'un engin spatial. Et puis, à tous les jours, cet extraterrestre-là expliquait à Raël l'origine de la vie et aussi les traces qu'ils ont laissées dans les différents écrits religieux. Par exemple, dans la Bible, dans le Coran. Et en même temps qu'ils ont envoyé, pour nous aider, pour aider l'humanité à évoluer, ils nous ont envoyé des prophètes dans notre histoire. On connaît tous les grands prophètes, Jésus, Bouddha, Mahomet, Moïse. Et Jésus, ce qui est intéressant, c'est que c'est le fils d'un extraterrestre et d'une femme de la Terre. Donc, ça peut sembler surprenant pour les gens qui nous écoutent peut-être pour la première fois aujourd'hui, mais à partir du moment où on peut voyager dans l'espace, rencontrer d'autres civilisations, et d'autant plus qu'ils nous ont créés, donc ils savent exactement comment on fonctionne et on est compatibles. Donc, c'est facile de comprendre que quelqu'un qui vient d'une autre planète peut effectivement engendrer des enfants. Et c'est arrivé avec Raël également, qui est le fruit, lui aussi, d'une relation entre un extraterrestre et une femme de la Terre. Donc, voilà en gros, et ce message-là, c'est certain, c'est un message de paix, d'espoir extraordinaire pour notre humanité. Et puis, en ce E.T. Bassidet, en fait, on se rappelle d'où on vient. On se rappelle d'où on vient et comme eux souhaitent revenir dans une ambassade qu'on va leur construire, parce que ça aussi, ça fait partie de leur demande et du message qu'ils ont donné à Raël, comme ils veulent revenir, ils demandent une ambassade. Alors attends, pour ceux qui du coup ne connaissent pas, en fait, donc ces extraterrestres qui ont créé la vie sur Terre, qui ont créé les êtres humains, pourquoi faut-il leur créer une ambassade pour qu'ils reviennent sur Terre? OK. En fait, il ne faut pas la créer. Ce n'est pas une obligation. Hein. Ils nous disent bien, si on veut, si on souhaite les accueillir, construisez-nous une ambassade, pas une ambassade dans tous les pays du monde, une seule ambassade qui est pas une mosquée, qui n'est pas une cathédrale, qui n'est pas un château. C'est tout simplement un édifice qui va nous permettre de les accueillir ici pour qu'ils soient, comme tout être humain, confortables, qui ait l'intimité requise, qu'ils puissent rencontrer les dirigeants du monde. Donc, il y aura une salle qui sera aménagée pour ça et un endroit, bien entendu, où ils peuvent dormir, manger, se réunir. Ce n'est pas une obligation. Hein. Ils nous demandent si on veut. Imaginez, ils ont créé toute la vie sur Terre et ils ont l'humilité de nous demander si on veut bien les accueillir sur Terre. Donc, c'est extraordinaire. Quoi. Pour moi, c'est une preuve d'humilité et d'intelligence incroyable. Ça dénote d'un niveau de sagesse
absolue pour moi. Imaginez, ils nous ont créés et en plus, ils nous demandent la permission pour venir ici alors que c'est leur laboratoire, c'est leur création. Donc, pour moi, c'est fantastique de voir cet amour et cette humilité-là qui nous témoignent en fait à travers cette demande. Et bien entendu, ça va permettre, entre autres, de rencontrer les dirigeants de la Terre qui voudront bien rencontrer ces extraterrestres-là, qui s'appellent les Elohim, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel en hébreu. Donc, je pense que la liste sera longue à l'époque où les Elohim seront ici. La liste sera longue pour rencontrer ces extraterrestres-là, c'est certain. Alors, tu as parlé 2 fois des chefs d'État. Oui. Moi, ma première question là, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que des chefs d'État tels qu'on les connaît aujourd'hui, est-ce que tous les chefs d'État seront amenés à les rencontrer une fois qu'ils arriveront dans cette ambassade? Sachant qu'on connaît un peu l'état d'esprit de nos dirigeants aujourd'hui, qui est un peu belliqueux, agressif. On ne sait pas ce que le monde sera d'ici 10-15 ans, bien sûr, mais si on s'imagine aujourd'hui l'ambassade, c'est difficilement envisageable, en fait, une rencontre entre ces... C'est vrai que si les Elohim arrivaient aujourd'hui, ce serait probablement, oui, difficile de s'imaginer que des dirigeants de notre planète puissent les rencontrer. Quoique, parmi les dirigeants de notre planète, il y a quand même des gens qui sont plus ouverts, qui sont prêts à considérer autre chose. Et surtout maintenant, hein, si on regarde ce qui se passe sur la planète, premièrement, il y a de plus en plus d'apparitions d'OVNI sur la Terre. Et ça avait été prévu aussi dans les messages que Raël a reçus. Il nous laisse de plus en plus de traces également. On peut parler aux crop circles. Là, je ne sais pas comment vous appelez ça en Europe. Crop circle. Crop circle, OK. Donc, et toutes les preuves sont là, en fait. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que les gens qui sont intelligents vont être en mesure de faire des liens entre notre passé, notre présent et ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Et je pense que les politiciens n'auront pas le choix, à un moment donné, d'avoir cette ouverture-là, puisqu'elle ne viendra peut-être pas forcément d'eux, mais elle va venir du peuple. Parce que le peuple fait de plus en plus de pression pour qu'un certain nombre d'informations concernant les extraterrestres et les ovnis soient divulguées. Parce que dans plusieurs pays, maintenant, c'est top secret. Mais je sais qu'il y a quelques années, ça s'est fait aux États-Unis. Ils ont libéré un certain nombre d'informations qui ont été reprises par certains, dont des vidéos que vous avez peut-être vues sur Internet où l'armée américaine intercepte des UFO et puis les filme pendant de longues minutes. Et puis, ils voient des trucs complètement hallucinants, quoi. Les pilotes sont complètement dépassés par ce qu'ils voient, ce qui prouve que c'est une technologie qui n'est pas d'ici, quoi. Ils passent de 2 mètres du niveau de la mer et puis ils sont à 10 000 mètres en une fraction de seconde. Il n'y a aucun engin sur Terre qui peut faire ça. Donc, il y a de plus en plus de preuves qui s'accumulent. Il y a une sensibilisation du grand public qui se fait. Il y a de la pression qui se fait au niveau des gouvernements pour divulguer un certain nombre d'informations. Et moi, ce que je pense, c'est qu'éventuellement, et ce jour-là n'est pas très loin à mon avis, ça va devenir une évidence pour tout le monde qu'on est surveillé par une population, une civilisation extraterrestre, qu'ils viennent nous visiter et qu'ils nous préparent à quelque chose de beaucoup plus grand que la simple vue d'un engin spatial. Hein. En fait, l'engin spatial n'est pas très intéressant, honnêtement. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui nous apporte comme sagesse, comme connaissance, comme science, comme philosophie? C'est ça qui est intéressant, en fait, pour nous, les Raéliens. C'est pas on n'est pas des ufologistes. À la limite, on s'en fout un peu. Le UFO n'est que l'expression d'une technologie pour nous faire réfléchir. Oh, ça vient pas d'ici, c'est sûr. On n'a pas cette technologie-là sur Terre. Même les Chinois, les Russes, quoi que ce soit, impossible. Ça se déplace à des vitesses incroyables. Ça passe du point A au point B dans une fraction de seconde. On serait tous écrasés sur les parois du véhicule avec la technologie qu'on a. Il faut bien s'entendre. Donc, moi, j'ai confiance. Il y a des politiciens qui sont plus ouverts que d'autres, c'est certain. Il y en a quelques-uns qui sont des guides honoraires du mouvement raélien, entre autres. Des exemples à nous donner?
Ben, les exemples à vous donner, si on regarde que les guides honoraires, il y a au moins Hugo Chavez. Malheureusement, il est plus de notre monde. Il y a Maduro qui vient d'être nommé guide. Il sait que le mouvement raélien existe, c'est sûr. Il nous connaît. Je ne peux pas vous dire comment et pourquoi il le sait, mais il le sait. Et il ne faut pas oublier que depuis plusieurs années aussi, on fait des démarches en tant que mouvement raélien. On n'est pas passif devant ce projet-là, qui est pour nous probablement le plus grand projet que notre humanité n'aura jamais conçu. Construire une ambassade pour accueillir une civilisation extraterrestre, ça s'est fait dans le passé à travers les temples, le premier et le deuxième temple, dont on parle dans les écrits religieux hébraïques, entre autres. Mais c'est extraordinaire là, ce qui va arriver. Donc, il y a des gens qui sont de plus en plus ouverts. Et c'est pas moi qui le dis, il suffit de lire les journaux, de regarder sur Internet. Il y a de plus en plus de politiciens qui s'expriment sur la chose. Il y a des sénateurs aux États-Unis qui revendiquent un certain nombre de choses. Malheureusement, pas toujours dans l'optique raélienne, c'est-à-dire une optique où ces êtres-là sont des êtres pacifiques. Souvent, ils voient ça plus comme une menace nationale, un envahissement de leur espace aérien, alors qu'ils n'envahissent rien du tout, parce qu'ils sont chez eux. Si tu me permets, en fait, tout à l'heure, tu as donné deux noms, Hugo Chavez et Maduro. Oui. Et du coup, ça met directement le lien vers les États-Unis. On sait aujourd'hui à quel point il est difficile pour une région de proclamer une indépendance, et encore moins vis-à-vis d'une puissance comme les États-Unis. On sait que les États-Unis ont commencé à avoir des budgets pour créer une armée dans l'espace. Comment on peut envisager que les Olim arrivent dans des conditions pareilles, quoi? Parce que, alors, je me répète peut-être, mais ça me semble tellement important, ces États-Unis qui sont vraiment un danger, on le sent de plus en plus pour de nombreux pays sur la planète. Ils pourraient être aussi un danger pour ces Elohim, en fait. Ouais. Oui, c'est certain. Mais bon, il faut remettre aussi les choses en perspective. Il ne faut pas oublier que les Elohim ont 25 000 ans d'avance scientifique sur nous. Ils doivent rigoler quoi, quand ils voient des avions militaires arriver pour essayer de les chasser ou même leur tirer dessus. C'est à la fois triste parce que ça dénote du niveau d'inconscience de notre humanité par rapport à ce qui vient de l'extérieur, mais c'est pas surprenant. On a le même niveau envers nous. Entre nous, on a le même niveau. On s'entretue encore sur notre planète. Donc, c'est pas surprenant que ce qui vienne de l'extérieur soit perçu comme une menace. C'est pas surprenant. Mais ils ont un niveau scientifique tellement élevé que nous ne sommes pas vraiment une menace pour eux, ça c'est certain. Pas, en tout cas, pas au niveau militaire, pas au niveau de ce qu'on peut faire au niveau technologique. Ça, c'est. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on attend la destruction de cet impérialisme américain pour les accueillir, du coup? Ou plutôt plus large, en fait, quelles sont les conditions, en fait, pour accueillir ces extraterrestres qui nous ont créés? Ce sont deux excellentes questions avec deux perspectives un peu différentes. Moi, je pense que tout est en train d'arriver en ce moment. Tout est en train de se placer. Il y a une révolution planétaire qui est en train de se mettre en place. Et tout ça, je pense, va nous amener à un monde beaucoup plus pacifique que le monde dans lequel on vit maintenant. Même si notre monde a l'air encore très violent, dans les faits, il est beaucoup moins qu'il l'était il y a une centaine d'années ou il y a 200 ans. Donc, je pense que toute la révolution qui est en train d'arriver en ce moment va amener une planète beaucoup plus pacifique où les gens vont collaborer, vont finalement se rendre compte qu'il n'y a aucune différence entre les êtres humains. Et ça va nous amener, ça, je pense, vers un monde de paix. Et les politiciens n'auront pas le choix de suivre, à mon avis. Parce que soit ils vont s'adapter, ou soit, comme dans certains pays, ils vont être foutus dehors. Et puis, le peuple va décider lui-même de sa constitution et vont réélire un nouveau gouvernement qui correspond aux valeurs de cette société-là. Donc, ce qui s'est passé dans un très petit pays va se passer, je pense, très, très bientôt sur la planète. D'ailleurs, c'est ce que Raël explique dans ses livres. Le monde dans lequel on se dirige en ce moment, qui pourrait être un paradis sur Terre, grâce à la science, la technologie,
qui soit mise au service de l'humanité plutôt qu'au service du profit de certaines grandes multinationales. Et ça peut faire toute la différence. En ce qui concerne les conditions, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Probablement que la plus difficile à rencontrer, c'est d'avoir une planète pacifique. Parce que c'est certain que les Elohim ne reviendront pas si chaque fois qu'on les voit dans notre ciel, il y a des avions militaires qui partent, qui les poursuivent et qui veulent les attaquer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la première condition, c'est d'avoir une planète, en tout cas, plus pacifique que celle sur laquelle on vit en ce moment, et un désir réel d'établir un contact avec une civilisation qui vient d'ailleurs. Ça, c'est la première condition, qui est, à mon avis, d'après ce que j'observe, en voie de se réaliser. Et je ne suis pas le seul à absorber ça. Raël nous dit constamment, il y a une révolution planétaire qui s'en vient et on doit aller encore plus loin dans cette révolution-là, pacifique. Donc, première condition, une planète pacifique. Et disposée à accueillir une civilisation extraterrestre. Et ça, c'est le but exact du E.T. Embassy Day, c'est-à-dire sensibiliser la population à l'existence d'une civilisation extraterrestre et encore plus, leur désir de venir nous visiter. Donc, et un point intéressant, on a fait un sondage ici au Canada sur Internet, un sondage qui est encore en cours d'ailleurs, et on posait une question aux gens. Est-ce que vous seriez prêts à accueillir une civilisation extraterrestre sur Terre? Et je vous surprendrai peut-être pas, là, mais en tout cas, moi, honnêtement, ça me surprend un petit peu. Il y a près de 80% des gens qui disent oui. Génial. Moi, c'est intéressant. Extraordinaire. On aurait fait ce même sondage-là il y a 10 ou 15 ans. Je ne suis pas sûr que ça aurait été les mêmes résultats. Donc, ça prouve qu'il se passe encore des choses, mais ça prouve qu'il reste encore du travail à faire pour sensibiliser les gens sur l'importance d'accueillir une civilisation extraterrestre, mais surtout les sensibiliser sur le fait qu'ils ne sont pas dangereux, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas comme nous, en fait. Ils ne sont pas comme nos dirigeants. Ils sont rendus à un autre niveau. Donc, première condition, la paix. Deuxième condition, trouver un pays ou des pays qui seront prêts à nous accorder deux choses. Pourquoi tu dis des pays? Je pense qu'il n'y a qu'une seule ambassade dans un seul pays. Il n'y a qu'une seule ambassade, mais il est fort possible qu'il y ait plus qu'un pays qui soumette sa candidature pour ce projet-là. Et ça sera un problème extraordinaire. Alors, en fait, ça ne sera pas un problème, ça va être une opportunité pour nous, un peu comme les Olympiques, en fait. Hein? Les pays soumettent leur candidature, il y a un comité qui analyse tout ça, et puis on décide d'un pays en fonction de ce qu'ils peuvent offrir, les différentes conditions climatiques, par exemple, la situation du terrain qui peuvent nous donner, même la grandeur, parce que même si les Elohim demandent environ 4 km² de superficie, si un pays est prêt à nous en donner 10, tant mieux. Hein? Je suis convaincu qu'on va l'accepter. Donc, il n'y aura qu'une seule ambassade, c'est vrai, mais dans l'échéancier qu'on s'est fixé pour la réalisation, donc présentement, on est dans la phase diplomatique jusqu'en 2022 ou à peu près, là, c'est à plus ou moins quelques mois ou quelques années. Mais disons que notre objectif, ce serait que d'ici 2022, on ait localisé un ou plusieurs pays pour construire l'ambassade. Donc, Alors, où est-ce qu'on en est dans les discussions? Quels sont les pays qui sont déjà avec lesquels on est déjà un peu en discussion? Bon, OK. Malheureusement, vous comprendrez qu'on ne peut pas discuter de ça pour des raisons, je dirais, évidentes, parce que, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Michael, on est dans une drôle de planète, tu vois, où les gens ont plus tendance à compétitionner qu'à collaborer. Donc, et je pense qu'il va y avoir énormément de pression politique, éventuellement religieuse, parce que ça va bouleverser tout ça, hein, l'arrivée d'une civilisation extraterrestre, pour ne pas que cette ambassade-là se construise dans certains pays. Donc, pour cette raison-là, il faut rester extrêmement discret sur toutes les rencontres, les discussions, les lettres qu'on reçoit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on en reçoit des lettres, mais je ne peux pas vous dire un continent. D'où elles viennent. Je ne peux pas vous dire ça. Et je suis convaincu que vous comprenez. T'as pas un continent? Un continent? Un endroit où il fait chaud?
Ben, écoutez, en l'an 2000, ça a été ouvert à tous les pays du monde. Hein. Donc, peu importe le climat, donc un terrain d'environ 4 km². Et très important, l'extraterritorialité. Comme pour toute ambassade du monde, on demande la même chose en fait pour l'ambassade des Élohim. Sauf que dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il n'y a pas de place pour une civilisation extraterrestre. Il n'y en a pas. Ça ne fait que réglementer les relations entre les pays de la Terre, mais pas avec une civilisation qui viendrait d'ailleurs. C'est pour ça que dans nos demandes, qui n'est pas une demande obligatoire, mais parmi les demandes, ce serait d'apporter un amendement ou des amendements à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques pour y inclure une civilisation extraterrestre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une obligation d'avoir ça, parce que chaque pays est indépendant et peut de lui-même décider d'offrir cette extraterritorialité à l'extérieur du cadre officiel de la Convention de Vienne. Ça pourrait se faire. Mais encore une fois, je pense qu'il va y avoir des pressions assez énormes pour ne pas que ça arrive. Donc, c'est raison de plus pour rester extrêmement sous les radars, en fait, au niveau des communications et des pays avec lesquels on est en communication. Alors, du coup, tu as parlé de la pression de la part des religions. On connaît la puissance de ces religions, le nombre de personnes qui adhèrent à ces religions, surtout monothéistes. Oui. Comment est-ce qu'on va gérer le truc, quoi? Une fois qu'on va créer l'ambassade et que les gens vont être au courant de cette construction, même une fois que les Elohim arriveront, s'ils arrivent dans cette ambassade, comment on les inclut, comment va se passer la vie avec ces gens? Ben, écoute, bien malin celui qui pourrait répondre à cette question-là. En tout cas, je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre. Par contre, sur la base que notre humanité est une humanité pacifique, ça inclut le respect, pour moi, une des valeurs extrêmement importantes dans notre philosophie, mais qui va devenir aussi extrêmement importante dans notre humanité lorsqu'on aura compris qu'on est tous les mêmes, on vient tous du même endroit, on est tous des frères, on est tous des sœurs. Donc, je pense que ça va amener un respect tel que les gens vont être prêts à considérer autre chose. Maintenant, est-ce que ça va en déranger certains plus que d'autres? Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y aura des violences? C'est possible. J'ai aucune idée, honnêtement, de comment ça va se passer. Mon rôle en tant que responsable, en tant qu'assistant de Raël au niveau du projet d'ambassade, c'est pas tellement de prévoir ce qui va arriver après leur arrivée, mais de faire en sorte que toutes les conditions soient là pour qu'ils arrivent. Donc, pour ça, je fais confiance. Je fais confiance au maître Raël, je fais confiance à tous les Raéliens pour amener encore plus de paix dans leur environnement et influencer au maximum la société dans laquelle on vit. Donc, moi, je suis convaincu que ça va bien se passer. Il va sûrement avoir des tensions, mais bon, que c'est comme dans tout changement. Et là, on parle d'un changement quand même assez important. Là. Quels seraient les bienfaits de la création de cette ambassade et l'arrivée des Elohim sur Terre? Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette reconnaissance. L'humanité reconnaît que les extraterrestres existent, que certains de ces extraterrestres, parce qu'il y a plein d'extraterrestres en l'infini qui existent, certains ont créé la vie sur Terre. Et quels seraient les bienfaits pour cette humanité, donc non seulement de construire cette ambassade, et de réaccueillir officiellement en fait ces Elohim, nos créateurs sur Terre? En fait, pour un gouvernement, c'est une opportunité d'affaires. Et c'est comme ça que ça leur est présenté. Donc, c'est certain qu'il va y avoir une dimension économique extrêmement importante. Imaginez-vous une ambassade construite pour accueillir des extraterrestres. Quand le pays sera trouvé, quand ça sera annoncé, quand toute la dimension légale aura été réglée et qu'on pourra l'annoncer officiellement, écoutez, ça va faire le tour du monde, c'est certain. Donc, ce pays-là va devenir la plaque tournante de l'humanité. Et à tous les niveaux, parce que les Elohim, quand ils vont arriver, ils vont nous amener 25 000 ans d'avance scientifique sur nous, une dimension philosophique extraordinaire,
Mais pour le pays qui va accueillir le projet, c'est des millions, des dizaines de millions de touristes par année. C'est des milliards de dollars de revenus récurrents d'année en année. Ce sont des centres scientifiques qui vont probablement se créer, se greffer autour de ce projet d'ambassade-là. D'ailleurs, Raël avait parlé d'un projet qui s'appelle la Scientopolis. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Donc, en fait, c'est un projet scientifique, un centre qui regrouperait tous les plus grands scientifiques de la planète, dont le but est de libérer l'humain de la maladie, du travail et de tout ce qui accable l'humanité, en fait. Donc, ça va amener des scientifiques, ça va amener des artistes. Donc, ça va devenir une plaque tournante planétaire et pour les Raéliens, ben, des retombées philosophiques extraordinaires et un rêve qui se réalise enfin. Quoique, on a l'ambassade en nous, en fait. Donc, l'ambassade réelle ne sera qu'une concrétisation de ce qu'on construit en nous depuis de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'on l'attend autant, parce qu'on les aime, nos pères. Et cette ambassade-là, ben, ce sera le reflet de cet amour-là, la concrétisation physique de cet amour-là. En plus de plein d'autres choses, hein, l'amour qui nous unit, nos valeurs, tout ça, c'est la concrétisation du message, en fait, qu'ils nous ont donné. Parce que le message, c'est un livre avec des lettres et des phrases. Mais ce qui est le plus beau, c'est pas le message, c'est ce qu'il nous a permis de devenir en tant qu'être humain. Et c'est ce que ça va nous permettre de devenir en tant qu'humanité. Pour moi, c'est ça qui est le plus beau dans les messages. C'est l'amour que ça véhicule, c'est les liens que ça crée entre les humains. Et l'ambassade, ben, c'est une des concrétisations de cet amour-là et du fait qu'on est unis. Alors, tu parles d'amour et tout à l'heure, on parlait du choix d'un pays. Et dans les messages, il est indiqué qu'il y a une préférence pour un certain pays, en fait, sur cette planète, qui est Israël. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ben, tout ce que je peux vous dire, et ça c'est déjà connu, en tout cas des Raéliens, et ça le sera maintenant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a déjà plusieurs demandes qui ont été envoyées à Israël pour leur demander d'accepter que l'ambassade se construise chez eux. Et je crois qu'à 7 reprises, ça a été demandé et ils ont refusé à 7 reprises. Donc, que peut-on faire de plus? Que peut-on faire de plus? Ils attendent le Messie en plus. Donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'il est arrivé. Est-ce que au dernier moment, ils décident d'accepter? Est-ce qu'on acceptera quelque chose? Ben, ça sera la prérogative de Raël. Dès qu'on aura un accord d'un ou de plusieurs pays, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, mais peut-être que oui, peut-être qu'on leur donnerait une dernière chance, puisque c'est le souhait des Elohim que ce soit construit là. Peut-être pourquoi les Elohim, a priori, avaient ce choix d'Israël en tête? Ben, en fait, parce que quand ils ont commencé à créer la vie sur Terre, ils ont créé plusieurs laboratoires, en fait, sur la planète. Et un des laboratoires était dans cette région-là. Et le fruit de leur création ultime, ça a été les Juifs, en fait. Donc, leur laboratoire était là et c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent revenir là, en fait. C'est un lien émotif qui les unit au peuple d'Israël. Puisque ça a été désigné comme étant la création la mieux réussie. On peut en douter quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais n'empêche que c'est quand même une création exceptionnelle. Si on regarde juste au niveau de la beauté, l'intelligence de ce peuple-là, je crois qu'il y a plus de 40% des prix Nobel qui sont juifs, alors qu'ils ne représentent qu'une infime fraction de la population de l'humanité.
Donc, c'est un lien émotif, en fait, qui les lie à leur création qui a été désignée comme étant la plus belle et la mieux réussie. D'après ce que je comprends d'un des derniers messages que Raël nous a donné, Israël ne mérite pas cette ambassade-là. Peu importe qu'il y ait un lien émotif, peu importe que ce soit une création exceptionnelle, c'est aujourd'hui qu'ils reviennent, les Elohim. C'est pas il y a 10 000 ans ou 15 000 ans. C'est aujourd'hui qu'ils reviennent et ils jugent que le peuple d'Israël ne mérite pas la construction de l'ambassade parce qu'ils renient leurs propres écritures. Ils tuent des gens, ils envahissent des territoires. C'est tout le contraire, en fait, de ce que ça prend pour accueillir les Elohim sur son territoire. Donc, le peuple à la nuque raide, malheureusement, n'est pas à la hauteur de recevoir les Elohim en ce moment, ça c'est sûr. Est-ce que on pourrait envisager que les Elohim arrivent même si l'ambassade n'est pas construite? Je pense que le contraire m'apparaît plus possible, c'est-à-dire que l'ambassade soit construite et qu'ils décident de ne pas revenir. Pourquoi? Ben, c'est ce que Raël nous dit. Hein. C'est pas parce que l'ambassade est construite que les Elohim vont définitivement revenir. Ou en tout cas, c'est pas certain que les Elohim vont revenir. Parce qu'on ne mérite pas, parce qu'on serait trop violent. Je sais pas. Des choses peuvent arriver entre la construction de l'ambassade et la date prévue pour leur arrivée. Je sais pas, moi. L'humain est capable du meilleur comme du pire. Donc, je crois qu'il faut s'attendre à tout, mais moi, je suis un optimiste. Donc, un optimiste réaliste. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a un pays ou plusieurs pays qui vont accepter de construire l'ambassade, c'est que l'humanité sera rendue là aussi. Donc, on a une deadline? On a une date limite? Est-ce qu'on a une date limite? Ben, en fait, ce que Raël nous dit, c'est entre maintenant et 2035. Donc, si on regarde ce qui reste à faire en termes de sollicitation des pays, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est diplomatique. Après ça, on rentre dans une phase de sélection du ou des pays. Après ça, on rentre dans une phase d'analyse, parce que c'est beau d'avoir des terrains, qu'un pays ait identifié des terrains, mais encore faut-il que ces terrains-là correspondent aux normes de construction de l'ambassade. Donc, il va falloir faire des études sur ça. Et lorsque ces études-là seront faites, eh bien là, on pourra commencer à construire la maquette de l'ambassade, parce que dans le projet, il est question d'avoir une maquette de l'ambassade, de façon à ce que les gens, en attendant que la vraie ambassade se construise, puissent venir visiter. Donc, ça deviendrait une attraction touristique extraordinaire. Donc, la maquette pourrait commencer à être construite. En parallèle, la vraie ambassade se construit. Donc, si on regarde tout ce qui reste à faire avant la première pelletée de terre de l'ambassade, c'est au moins 5 ans. Donc, on est en 2020. Donc, à mon avis, la construction devrait commencer quelque part autour de 2025. On prévoit que ça va prendre environ 2 ans à construire l'ambassade. Donc, ce serait réaliste entre 2027 et 2035. Mais la date limite dont Raël nous parle, c'est 2035. Parce qu'il faut bien qu'ils arrivent à un moment donné. Puis il faut bien voir ça de notre vivant. S'ils arrivent dans 100 ans, on les verra peut-être pas de notre vivant. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou non, c'est bon? Moi, j'invite les gens à visiter nos sites Internet pour ceux qui veulent en apprendre davantage. Rael.org, rael.org. Ou si c'est le projet d'ambassade qui vous intéresse le plus, c'est elohimembassy.org ou encore plus simple, etembassy.org. etembassy.org. Donc, on rêve d'une humanité meilleure, on rêve de plus d'amour entre les humains, on rêve d'une humanité qui comprend que peu importe
notre religion, notre race, notre éducation, on est condamné à vivre ensemble et on est condamné à vivre dans la paix ensemble. Parce que si un jour, le niveau de violence était tel sur cette planète-là qu'on venait qu'à s'autodétruire, eh bien, on aurait manqué une occasion de se dire qu'on s'aime et de se rappeler qu'on est tous ensemble sur un merveilleux vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, qui voyage dans l'univers et sur laquelle une création magnifique qui nous permet d'apprécier à quel point les créateurs sont remplis d'amour, remplis d'humour. Donc, ce serait quand même dommage que l'humanité ne profite pas de cette beauté et n'ait pas l'occasion de remercier leur créateur à travers ce projet-là. Donc, qu'on soit raélien ou non, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on réalise qu'on est un, que ce qui semble nous diviser est une illusion et qu'au fond de nous-mêmes, on a tous envie de vivre sur une planète où la paix et l'amour seront les deux valeurs les plus importantes.